Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Aujourd'hui, on a décidé d'inviter à travers la thérapie évolution, à travers, si tu savais, deux intervenantes du programme, Vanessa et Dr. Elsa Bray. Je ne sais pas si tu voulais que je te dise ça, Dr. Elsa, là, c'est marqué Dr. Elsa. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, le thème d'aujourd'hui, c'est l'anxiété sociale. Puis, je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Puis après ça, vous parler un peu du groupe que vous avez ensemble sur l'anxiété sociale, qui est quand même un groupe assez populaire là, dans le programme, là. Puis je pense que c'est la deuxième fois que vous le donnez aussi. Fait que juste vous laisser vous présenter pour commencer. Parfait. Tu peux commencer, Vanessa, si tu veux. Moi, OK. Ouais. Donc, bonjour, je m'appelle Vanessa Richer, je suis travailleuse sociale, puis je travaille dans le programme Thérapie Évolution depuis presque 3 ans, depuis le début à peu près. Donc, j'anime des groupes, je fais de l'intervention individuelle, puis j'ai aussi des tâches de gestionnaire dans le programme Thérapie Évolution. Donc, ça me donne une belle vision globale aussi des besoins des patients, puis comment organiser là, les services cliniques aussi pour bien répondre là, aux besoins. Et j'anime un groupe cet automne, puis au printemps, on a animé ensemble un groupe sur l'anxiété sociale, Elsa et moi. Je vais la laisser se présenter. Oui, merci. Donc, bonjour, c'est ça, mon nom c'est Elsa Bray-Dussault, je suis psychologue. Je travaille avec, si vous savez, depuis peut-être 1 an à peu près. Et j'ai donné quelques groupes, entre autres aussi le groupe sur le critique avec Nico. Puis le groupe justement sur l'anxiété sociale avec Vanessa. Et ça me fait vraiment plaisir d'en parler aujourd'hui parce que ça a été nommé sur un groupe populaire dans ce sens qu'il y a plusieurs personnes qui ressentent de l'anxiété sociale. Donc, c'est toujours important et intéressant d'en parler, je trouve. Puis votre structure pour le groupe, ça ressemble à quoi, votre groupe sur l'anxiété sociale? C'est quoi la structure, la dynamique un peu du groupe? Oui, il y a une structure très légèrement différente à l'automne et au printemps par rapport au nombre de rencontres, mais le contenu, c'est le même. Donc, on commence avec une capsule plus psychoéducative sur un aspect spécifique de l'anxiété sociale. Ensuite, on a des réflexions guidées, des partages en groupe, puis des petits travaux de réflexion là, qu'on suggère là, à faire pour la prochaine rencontre. Puis, il y a une progression quand même logique des thématiques abordées là, d'une rencontre à l'autre. C'est un peu plus théorique au début. Et de plus en plus, on va vers des stratégies là, et des outils concrets pour aider les gens là, finalement à faire autrement s'ils le souhaitent, puis à peut-être amener un vent de renouveau là, dans leur vie, puis un sentiment d'emprise là, sur les difficultés qu'ils vivent. Merci. Il y a un petit son en arrière, mais peut-être ça va partir, là, mais il y avait comme un son de robot en arrière. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ou... Un petit peu, oui. OK. C'était-tu moi ou Vanessa ou Elsa? Je ne sais pas. C'est pas de mon côté. En tout cas, si ça continue, on adressera ça. OK, ben on va plonger directement dans le thème d'aujourd'hui sur l'anxiété sociale. Donc, je vais vous poser des questions un peu pour définir le concept, puis après ça, je vais vous poser des questions là, sur les mythes, les croyances qu'on a envers ça, tout ça, pour approfondir qu'est-ce qui est activé à ce moment-là, pour arriver à la fin vers quelque chose de vraiment des techniques, des stratégies, des outils qu'on peut utiliser quand on souffre d'anxiété sociale. Moi, je suis super intéressé par ce sujet-là. J'ai eu pendant longtemps beaucoup d'anxiété sociale. Je pense que je l'ai travaillé fort avec plusieurs techniques, tout ça. Puis je suis de moins en moins anxieux social. C'est libérateur quand même. Mais je suis très intéressé de vous entendre sur ça. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis je pense que dans notre programme aussi, on a plusieurs personnes qui sont intéressées à ce sujet-là ou qui ont vécu dans des situations, qui en vivent encore aujourd'hui. Fait que, merci tout le monde d'être là. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions pour nous aujourd'hui. On va prendre du temps pour regarder le chat puis les questions. Fait que j'aimerais ça savoir, pour commencer, ça serait quoi pour vous votre définition là, de l'anxiété sociale en quelques mots, d'un point de vue clinique, là, comment vous définiriez ça, l'anxiété sociale? Et ça, je te laisserai l'idée à cette Oui. Ouais, là, c'est ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise chacun votre tour ou vous voulez que je vous ouvre puis c'est celle qui répond qui...
Comme tu disais, ça et moi, on est habitués de se OK, parfait, c'est bon. On se regarde. Manager ça à deux d'abord. Oui. Disons, je vais dire la version plus vulgarisée que je pourrais sortir mon DSM sinon. Mais donc la Non, version. t'as pas le droit de tricher. Ah, zut, OK. Donc, l'anxiété sociale, déjà, c'est une forme d'anxiété. Ça veut dire que le corps va réagir face à un danger perçu. Puis là, souvent, je vais dire danger, il ne veut pas dire un danger physique, hein, ça veut dire qu'on va être attaqué, mais un danger, c'est un inconfort, un désagrément, une sensation inconfortable face à une peur. Et cette peur-là est soit associée à quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé ou qu'on appréhende, qu'on anticipe qui va se passer. Avec l'anxiété sociale, c'est souvent associé à une peur d'être jugé, d'avoir l'air ridicule, stupide, de ressentir de la honte. Donc, quand c'est associé à une situation du passé, exemple, ça arrive beaucoup, l'anxiété sociale, chez les personnes qui ont vécu une intimidation ou du rejet social dans l'enfance. Et là, ils ont peur que ça se reproduise dans le moment présent. Mais ça se peut que ce ne soit pas en train de se reproduire, mais ils ont peur que ça l'arrive. Donc là, c'est une situation du passé qui amène une peur du futur. Une anticipation, ce serait par exemple aller dans un événement social et se dire qu'est-ce que les gens vont penser. Ah, je vais rougir, je vais avoir l'air ridicule. Ah, je suis pas assez intéressante, les gens vont me trouver plate. Et là, on n'est même pas encore dans l'événement. Donc, déjà, on se fait des scénarios comme quoi ça va mal se passer. Donc, ça, c'est l'anxiété et justement en situation sociale. Puis, il y a quand même un certain spectre. Ça veut dire qu'il y a des personnes que l'anxiété sociale, c'est associé à plus les nouvelles personnes, aborder des nouvelles personnes. Mais il y en a d'autres, ça va aussi dans des situations avec des gens qui connaissent aussi déjà. Donc, ça peut être large aussi dans le descriptif de l'anxiété sociale. Puis Vanessa, tu dirais que c'est quoi la différence entre, disons, la timidité, tu sais, parce que des fois, il y a des personnes qui sont comme un peu gênées dans des situations sociales ou l'anxiété sociale. C'est quoi et où la ligne entre les deux? Oui, c'est une bonne question. La ligne n'est pas nécessairement 100% claire tout le temps, mais la gêne, c'est quelque chose de normal qu'on ressent tous, qui n'est pas nécessairement handicapant ou qui n'empêche pas nécessairement de bien fonctionner. Donc, je dirais que le degré de souffrance qui peut venir faire la différence entre les deux et le fonctionnement altéré aussi qui peut faire une différence entre les deux, parce qu'avec la gêne, bon, si on la ressent, mais que c'est quand même régulé et qu'on fait quand même nos activités quotidiennes, on réussit à se rendre au travail, à avoir notre vie sociale. Bon, c'est pas nécessairement incapacitant. Avec l'anxiété sociale, dans certains cas, on pourrait même ne plus être capable de sortir de la maison. Donc là, ça devient compliqué de vivre une vie normale, d'aller faire l'épicerie, de s'épanouir. Donc là, la ligne serait probablement là. Okay, donc, c'est plus dans... C'est quand même assez semblable, mais c'est plus dans l'intensité, puis de ne pas être capable de rester dans cet inconfort-là, tu sais, que de vivre un peu dans l'inconfort, que là, la ligne va... que ça va se séparer, disons. Oui. Oh, excuse-moi. Non, vas-y, c'est correct. Je vais racheter un petit quelque chose, justement, parce qu'on peut parler de symptômes d'anxiété sociale. Tu sais, souvent, on va être justement dans la timidité, la gêne excessive, et on va parler d'un trouble d'anxiété sociale. Mais quand on parle d'un trouble, c'est au niveau clinique, mais c'est quand on a assez de symptômes puis des critères spécifiques pour avoir un trouble. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes puis qui n'ont pas nécessairement un trouble d'anxiété sociale. Parce que quand on est dans le trouble d'anxiété sociale, c'est que ça nuit à notre fonctionnement, en fait, sur différentes sphères de vie. Par exemple, c'est pas juste avec les nouvelles personnes à l'école. Ça peut être au travail, à l'école, avec les amis. Donc, ça vient vraiment impacter différentes sphères de vie, puis ça devient souffrant. Donc, ça généralise dans plusieurs domaines de sa vie. Oui. OK. Puis, je trouvais ça important, la nuance que tu as faite, Elsa, puis j'aimerais ça revenir là-dessus. Le fait que des fois, c'est juste dans certains champs qu'on va vivre l'anxiété sociale et pas dans tous les champs. Donc, pour certaines personnes, ça pourrait être parler devant un groupe, mais de façon générale, parler d'un à un, même à des inconnus, c'est pas si intimidant que ça. Donc, certains vont penser soit qu'ils n'ont pas d'anxiété sociale parce que dans plein de sphères de la vie, ça va bien et c'est juste dans des champs très spécifiques. Donc, les gens ont parfois une méconnaissance, ils pensent que c'est dans toutes les sphères ou de toutes les façons qu'on peut avoir peur d'être jugé, alors que ça peut être des filons assez spécifiques et dans d'autres aspects, on peut être très bien fonctionnel.
Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi les symptômes du trouble d'anxiété sociale. Est-ce que vous les connaissez par cœur comme ça ou sinon, non? Je ne les connais pas par cœur. Je peux regarder sur le DSM-5 qui est notre Si tu veux, je suis référence. là avec toi. C'est une question qui a été posée. C'est intéressant de connaître ça. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns que vous connaissez ou Que pas. je roule par là-bas pour aller chercher. On pourrait peut-être faire une description terrain de ce qu'on voit ou de ce qu'on nous rapporte, sans que ce soit fidèle nécessairement au DSM. Oui, ça peut être ça aussi. Effectivement. Des symptômes que vous avez remarqués là, avec vos patients, par exemple. Là. Il y a des préoccupations excessives par rapport au regard de l'autre. Donc, ça veut dire que la personne ne va pas être capable de bien se concentrer sur elle-même. Ses pensées vont être vraiment orientées vers qu'est-ce que les autres pensent de moi, comment je suis par rapport aux autres. Puis ça, c'est un des critères les plus souffrants. En fait, c'est la difficulté à être soi-même. Bref, c'est ça qu'on va travailler aussi quand on travaille l'anxiété sociale. Donc, vraiment, les pensées envahissantes excessives tournées vers le regard de l'autre. Je lance la balle, Vanessa. Oui, puis ces pensées-là peuvent prendre plusieurs formes, de certaines distorsions cognitives, où on va penser qu'on arrive à détecter ce que l'autre pense de nous, qu'on a pu interpréter la micro-expression du visage et que ça veut dire que l'autre nous trouve ennuyant, par exemple, ou qu'on peut avoir certaines lunettes où on pense, où notre critique s'active très fort, donc on dit quelque chose, même si l'autre n'a pas réagi, automatiquement, on peut avoir tendance à se condamner pour ce qu'on vient de dire, que c'était pas assez intelligent, que c'était pas assez pertinent, etc., même si l'autre n'a pas envoyé de signes flagrants par rapport à ça. Donc, l'autocritique, l'impression qu'on peut percevoir les intentions, les pensées des autres ou comment ils nous perçoivent. Donc, ça peut prendre plusieurs formes là, au niveau des distorsions cognitives. Exact. Puis souvent, il y a des symptômes physiques, physiologiques associés aussi. Encore là, dans tout, on peut se baser sur les troubles anxieux. Il y a toujours les éléments de pensée envahissante, évitement des situations qui sont perçues comme dangereuses ou le désir d'éviter. C'est toujours associé à des symptômes associés à la peur. C'est-à-dire notre corps réagit comme s'il y avait un danger, même s'il n'est pas présent dans le moment présent. Puis ça dépend d'une personne à l'autre, mais par symptômes physiologiques, ça peut être avoir chaud, avoir le cœur qui bat vite, avoir mal au ventre, mal à la tête, la bouche sèche. Fait que notre corps réagit comme s'il y avait un danger. Excuse-moi ça. Vas-y. Pour certaines personnes, ces réactions-là physiologiques sont source d'encore plus d'anxiété parce que là, on a peur d'être dévoilé. Là, si on est rouge, si on transpire, si on a les mains moites, ou même si on s'évanouit dans un endroit public, là, qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Là, on ne peut plus se cacher. On ne peut plus cacher notre anxiété. Donc là, ça devient flagrant et ça devient une source supplémentaire d'anxiété pour certaines personnes. Puis je ne sais pas si c'est commun, mais j'ai l'impression que souvent, la personne va même avoir la pensée que la personne comprend ce qu'on vit à l'intérieur de nous, même si on ne peut pas vraiment le voir, mais elle a cette pensée-là quand même qui est convaincante pour elle. Là. On se sent à nu, on se sent vulnérable de certaine façon. Fait que là, c'est sûr que s'il y a des symptômes physiques en plus qui sortent, là, ça devient encore plus accentué, probablement. Tout à fait. Exact. Je ne veux pas mélanger les gens, mais j'aurais tendance à le nommer quand même. Mais l'anxiété sociale est beaucoup associée aussi aux traits de personnalité évitantes, qui sont justement dans cette impression-là. En fait, c'est la peur d'être jugé spécifiquement, qui amène beaucoup d'inhibition. Les deux sont très interreliés. Puis l'inhibition ici, c'est je m'empêche d'être moi-même. Je m'empêche de... faut que je sois le plus neutre possible pour ne pas être jugé par rapport à qui je suis. Donc, souvent, les deux sont comorbides et mélangés ensemble, mais pas toujours, mais quand même. Puis c'est ça, la part du jugement, j'ai l'impression que c'est vraiment central là, à l'anxiété sociale aussi. J'ai des questions là-dessus, mais juste avant de poser des questions sur ce sujet-là, j'aimerais savoir si vous pensez que dans notre société d'aujourd'hui, en 2026, vous pensez que l'anxiété sociale, c'est en augmentation, puis si vous pensez oui ou non, pourquoi, selon vous? Je n'ai pas vu d'études spécifiques là-dessus, donc j'y vais vraiment avec une impression spontanée qui pourrait être à valider là, selon des études scientifiques.
Mais dans ma pratique, je vois que depuis toute la période de la pandémie, que c'est de plus en plus au premier plan dans les sources de souffrance des gens. Pourquoi? Il y aurait probablement plusieurs hypothèses qui seraient à vérifier, à valider. Mais la pandémie a amené beaucoup d'isolement, donc moins d'exposition aux autres. Ça aurait pu peut-être sensibiliser les gens davantage pendant cette période-là. Aussi, c'était peut-être plus propice au jugement, cette période-là, par rapport aux mesures, aux vaccins, aux masques ou à tout ce qui était, bref, des choix personnels, mais que ça pouvait amener des fois des tensions, des jugements à l'intérieur d'une même famille ou dans un groupe d'amis. Puis, les gens n'avaient plus accès ou moins accès à leurs moyens de gestion du stress et de l'anxiété pendant cette période-là. Donc, il y a certains, peut-être, vestiges de ça là, qui persistent encore jusqu'à aujourd'hui. Effectivement. Puis là, je ne pourrais pas citer les études spécifiquement, mais il me semble que j'avais lu justement des études sur le sujet. Ton raisonnement est bon. Qui avait étudié justement le niveau d'isolement social, puis en lien avec des variables d'anxiété sociale aussi. Durant la pandémie, il y a beaucoup de personnes avec l'anxiété sociale que ça les a sécurisées, réconfortées, parce que pour plusieurs, c'est moins confrontant au niveau de l'anxiété en visioconférence, à des relations à distance. Et là, j'imagine que ça va être une de tes questions tout à l'heure, Nico, mais quand on fait de l'intervention au niveau de l'anxiété sociale, on veut faire de l'exposition graduelle. On veut prendre confiance qu'on est capable de s'exposer au danger puis qu'on va survivre face au danger. Par contre, avec évidemment la pandémie, il y a eu ce qu'on appelle de l'évitement, conscient ou inconsciemment. Puis l'évitement, ça fait l'effet inverse. C'est sécurisant, mais on perd confiance en nous parce qu'on ne développe pas, on ne travaille pas notre habileté. Donc oui, il y a eu je ne sais pas si c'est une augmentation du nombre de personnes qui ont de l'anxiété sociale, mais une augmentation des problématiques associées à l'anxiété sociale avec l'isolement ou avec justement le manque d'exposition. Puis c'est pour beaucoup de personnes de recommencer à s'exposer, ça a été beaucoup plus difficile après la pandémie. Ça fait bien du sens. Je ne sais pas s'il y a des études, parce que quand même, ça prend quelques années, j'imagine, de faire des études comme ça. Là, donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études de sortie sur ce sujet-là, mais ça fait vraiment du sens, en tout cas. Une autre hypothèse sur laquelle je n'ai pas d'études, mais peut-être l'exposition aux réseaux sociaux, ça amène un peu plus de comparaison versus il y a 20 ans ou 30 ans. Donc là, on voit des gens beaux, charismatiques, partout, avec des vies parfaites. Donc, peut-être que ça peut contribuer à ce qu'on se sente moins à la hauteur, qu'on se compare. Donc, c'est une hypothèse, là. Tout à fait valide. Ça fait du sens. Mais oui, effectivement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'études, il me semble, sur les médias sociaux puis les jeunes, tout ce qui est la comparaison sociale, qui est quand même un gros symptôme justement de l'anxiété sociale. Surtout pendant notre exploration de notre identité à l'adolescence et tout ça. La comparaison est quand même... c'est normal de voir des enfants, des jeunes se comparer pour essayer de trouver leur voie un peu, leur identité. On parlait de peur de jugement tantôt. Comment je pourrais poser cette question-là? Pour moi, ça me paraît vraiment central en anxiété sociale, mais pourquoi, je ne sais pas si c'est une question que vous allez pouvoir répondre, mais pourquoi la peur du jugement est aussi puissante dans un cerveau d'une personne que cette anxiété-là? Ouais. Une bonne question. Hein? Là, je dirais dans une approche genre sociologique, là, mais on va partir de large. Puis il y a peut-être plusieurs volets à ça. Là. Moi, spontanément, la première chose qui me vient en tête pour expliquer une partie, c'est qu'on est des êtres sociaux. On a appris, perspective sociologique et anthropologique un peu, mais on a appris que pour survivre, on a besoin d'être en contact avec d'autres êtres humains. Et pour y arriver, on a besoin de créer un sentiment d'appartenance. On a besoin de fitter socialement. Donc, on a fondamentalement cette peur-là d'abandon, de rejet, en fait, de rejet social. On a la peur d'être seul.
à différents niveaux selon les personnes, mais c'est une peur fondamentale humaine. Et à travers ça, ben, dès qu'on vit des expériences négatives durant l'enfance, dès qu'on n'est pas validé dans notre identité, dans nos besoins, dès qu'on a des peurs, de l'anxiété à la base, un tempérament anxieux, ben, on devient plus propice à avoir peur de vivre ce rejet-là social. Puis encore là, ça peut être augmenté si on a déjà vécu du rejet, si on, c'est ça, tout ce que je viens de nommer. Si on a un trouble neurodéveloppemental, bref, statistiquement, les personnes qui ont, exemple, un TSA ou un TDAH peuvent être plus comorbides avec l'anxiété sociale parce qu'on se sent différent. Donc, rejet social. Fait qu'à ce moment-là, on a cette peur-là fondamentale. Si on n'arrive pas à se sécuriser, si on n'arrive pas à développer des habiletés d'intégration, d'adaptation, on va avoir cette peur qui va peut-être être réelle, peut-être pas, mais qu'on va anticiper, appréhender. Puis chez certaines personnes, ben c'est ça. C'est toujours la peur, le niveau de peur versus le niveau de confiance. Je peux avoir très peur, mais si j'ai les outils, les compétences pour combattre ma peur, ça va. Ou je peux avoir une petite peur, mais me sentir très incompétent, puis avoir très peur, puis l'éviter. Ou justement, bref. Fait que c'est l'évaluation de c'est quoi le niveau de peur, de danger. Puis là, on parle d'un danger fondamental versus la confiance que j'ai être capable de surmonter ce danger-là. Et voilà, je laisse Vanessa. J'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, je pense que c'est relié un peu à l'instinct de survie à la base, dans les théories plus évolutionnistes. Et même pour un jeune enfant, lien d'attachement égale survie, appartenance égale survie. Donc, à l'âge adulte, on a probablement des traces de ça où on veut appartenir à un groupe, on veut connecter, c'est important pour, peut-être pas pour la survie physique rendue à l'âge adulte, mais pour l'épanouissement sur d'autres plans aussi, pour une certaine sécurité aussi, générale, affective, matérielle. Ouais, c'est comme si on avait tout un peu ce mode-là de survie, vu que ça vient des théories si on pense sur notre perspective évolutionniste, c'est qu'on est tous besoin d'appartenir à un groupe pour survivre. Je veux dire, je pense pas que les personnes dans la préhistoire ils étaient tout seuls, puis là, ils se promenaient, puis ils étaient confiants tout seuls. Mais avec cette perspective-là, mais certains, donc la peur de peut-être se ramasser seul un peu, cette peur-là qui devient centrale, puis peut-être que c'est une des peurs les plus fondamentales à ce moment-là. Oui. Oh. Vas-y. Oui, je ne suis pas 100% sûre comment répondre. Est-ce que c'est la peur d'être seule ou c'est vraiment plus la peur de mal paraître? Est-ce que de ça découle la peur d'être seule? Je ne suis pas 100% certaine. Ouais, je pense à ça live, là, c'est juste une pensée que j'ai eue sur le coup. J'ai pas l'impression que c'est la peur d'être seule, parce qu'il y a beaucoup de personnes en anxiété sociale qui se sentent bien seules. Est-ce que c'est un réel bien-être à explorer, bien sûr? Mais puis il y a souvent la prophétie autoréalisée. Ça veut dire on a tellement peur d'être rejeté qu'on finit par s'isoler, puis à être seul, puis des fois apprendre à être bien seul. Mais c'est ça, j'ai pas l'impression que c'est la solitude en tant que telle qui fait peur. C'est vraiment le reflet de ne pas fitter, le reflet de ne pas... on parlait de comparaison, de sentiment d'appartenance. C'est le reflet que la société, que les gens autour de nous vont nous faire qu'on ne fitte pas. C'est le fait d'être rejeté, d'être repoussé, quand on a justement ce désir-là d'intégration sociale. Puis ça va nous amener à nous remettre en question, puis à faire attention. Ça fait du sens. Caroline qui dit me sentir comme une bébête bizarre avec les autres, ou Karine qui dit se sentir seule dans un groupe. Ça fait du sens. D'ailleurs, je t'ai déjà entendu dire, Elsa, que l'anxiété sociale va souvent être plus exacerbée avec des gens semblables à nous. Donc, des pairs, P-A-I-R-S, à peu près même âge ou même type d'activité, parce que le processus de comparaison se fait peut-être plus fort versus si on a 20 ans et qu'on parle à des personnes âgées, qu'on va moins être préoccupé. C'est vrai, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes avec anxiété sociale qui se sentent bien avec des personnes plus jeunes ou plus âgées. Par exemple, des jeunes au secondaire, il y en a beaucoup, qui vont sonner avec des jeunes plus jeunes, ou ils vont se sentir super bien avec les profs, mais pas avec les jeunes de leur âge. C'est vrai.
Je viens de me rendre compte que j'ai nommé les noms sans faire exprès. Oups. On va les effacer après. Souvent, j'ai entendu des personnes qui sont convaincues que quand ils sont dans un endroit public, soit avec des étrangers ou dans un groupe avec des personnes qu'ils connaissent, ils ont cette pensée-là qu'ils sont convaincus que les autres les jugent. Puis des fois, c'est un biais parce que c'est pas nécessairement vrai, mais ils le ressentent, ils voient les personnes la regardent, sont en train de le juger. Pourquoi c'est actif à ce moment-là? C'est quoi qui fait que ces personnes-là ont cette conviction-là? Oui, oui, je dirais, justement, c'est le fait que, ça va être drôle à dire, je vais le dire ainsi. Vanessa, tu me reprendras dans les mots, mais quand on a de l'anxiété sociale, on est ironiquement très centré sur soi. Dans ce sens que c'est très égocentré, hein? C'est cette impression-là que tout le monde nous porte de l'attention. Et ça va nous amener à être hyper vigilants par rapport aux autres. Mais à la base, c'est qu'on a l'impression que les gens vont nous regarder, vont nous juger. C'est très centré sur soi. Et là, c'est ça. Si, exemple, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, tout le monde me juge, tout le monde m'évalue, que j'ai autant d'importance, entre guillemets, mais ça va faire en sorte que oui, c'est sûr, je vais être très hyper vigilante face à ce que les autres pensent, à ce que les autres me jugent, puis ça va éventuellement m'amener à moi adapter mes propres comportements. Puis, et c'est là que ça amène de se questionner, à voir comment partager cette attention-là, puis comment arriver à se décentrer. J'ai oublié ta question de départ, honnêtement. Mais... Non, mais c'est ça répond à ma question, parce que dans le fond, c'est comme si on était à l'affût de tous les signes autour de nous, qui ne sont pas vraiment des signes, mais on est tellement hyper vigilant envers ça que là, dès qu'on voit une personne nous regarder ou quelque chose, là, ça accentue notre croyance, puis ça la confirme un peu. Exactement. Effectivement, on peut avoir l'impression que nos pensées et nos émotions sont écrites dans notre front quand on a de l'anxiété sociale et que tout le monde le voit et que ça paraît, que on se sent vulnérable d'une certaine façon. Donc oui, très centré sur soi, ayant l'impression que tout le monde voit ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors que c'est pas nécessairement le cas. Oui, les gens peuvent percevoir certaines choses. Puis oui, ça se peut que les gens aient des jugements à certains moments. Ça arrive dans plein de situations. Mais c'est comme si on mettait trop d'importance ou trop d'emphase ou on cherchait trop de preuves par rapport à ça quand on est dans l'anxiété sociale. Puis c'est probablement connecté à notre critique intérieure aussi. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, si je vais au restaurant seul et que, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au restaurant seul, des gens pour qui c'est trop anxiogène et qui ont peur d'être jugés en allant au restaurant seul. Qu'est-ce que les autres vont penser? Comment je suis au restaurant toute seule? Ils vont penser que je n'ai pas d'amis, que je suis toute seule au monde, etc., etc. Donc, si moi, j'accorde l'importance à ça, que pour être une personne de valeur, une personne désirable socialement, il faut que j'aie des amis, puis il faut que mes amis viennent avec moi au restaurant et que je sois toujours entourée, là, c'est sûr que si je me retrouve au restaurant seul parce que je suis en déplacement, là, je vais vraiment porter attention à cette situation-là parce que c'est à ça que moi-même, j'accorde l'importance dans ma vie pour me définir d'une certaine façon. Alors qu'une autre personne, ce serait un autre contexte parce qu'elle va accorder de l'importance, par exemple, plus à de quoi elle a l'air physiquement, en contexte social, est-ce que... donc, d'autres aspects. Donc, je pense qu'il y a quand même un aspect à quoi nous, on accorde l'importance pour se valoriser. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va être plus à l'affût ou en vigilance là, par rapport aux signes que les autres nous renvoient. Bonne question. Est-ce que le fait d'avoir vécu beaucoup d'intimidation jeune peut créer de l'anxiété sociale? Je pense que tu as répondu tantôt, Elsa, je crois. On va en parler aussi plus en profondeur de ce sujet-là. Je ne sais pas, je vais vous mettre en dehors de votre zone de confort, mais est-ce que vous savez au niveau plus neuro, c'est quoi qui s'active dans le cerveau quand on peut se sentir jugé dans cette situation, qu'on sent que c'est ça, qu'on est réactif là, à certains triggers qui vont nous
nous activer là, au niveau de notre anxiété sociale. Là. Je ne connais pas le circuit précis neuro, mais il y aurait quand même plusieurs théories là-dessus. Je pense un circuit plus long où on va prendre le temps de raisonner, un circuit plus court qui est plus instinctuel, émotionnel. Donc, il y a peut-être plusieurs théories là, sur la trajectoire neurologique ou qu'est-ce qui s'active à ce moment-là. Je ne sais pas si toi, Elsa, t'en connais plus. Ben, en fait, je ne pense pas qu'il y ait un circuit spécifique pour l'anxiété sociale, mais si on retourne à la base de l'anxiété, encore là, je ne suis pas une experte au niveau du fonctionnement neurologique de l'anxiété. J'irais dans le coin de l'amygdale. Mais tu sais, bref, ça vient déclencher de la peur. Puis le feeling, ça part toujours de ça, en fait. Tu sais, il n'y a pas de réaction face à un danger s'il n'y a pas la sensation de danger. Donc, notre corps s'active de la même manière face à un danger ou une anxiété. C'est la peur ou de l'anxiété, ou du stress et de l'anxiété, c'est qu'il y a un danger. Fait que notre corps réagit face à un danger, il s'active, et après ça, notre cerveau interprète qu'il y a un danger perçu. Et c'est là que le travail se fait. On veut calmer notre corps, puis on veut restructurer notre cerveau dans mon approche. Fait que, notre corps réagit de la même manière. C'est ça qui est très difficile, en fait, pour une personne qui a de l'anxiété, à savoir est-ce que c'est un danger réel ou c'est de l'anxiété. C'est que notre corps va réagir presque de la même manière. C'est l'instinct. Ça a été nommé tantôt, Vanessa, c'est un peu l'instinct de survie. Notre corps réagit, il y a un danger. D'où le fait qu'il faut l'écouter. Ça, c'est la réaction naturelle. Mais après ça, c'est plus cognitivement d'arriver à déterminer quelle forme de danger c'est. Puis si c'est un stress réel, un danger réel, ben, je fais de la résolution de problème, je trouve une solution. Puis si c'est de l'anxiété, ben, c'est l'inverse. Hein. Je veux m'assurer de ne pas éviter, puis je veux trouver des solutions, pas pour gérer le danger, parce qu'il n'existe pas encore, mais plutôt pour me sécuriser puis prendre confiance en moi. Oui, puis l'amygdale, c'est lié aussi, je crois, au mode survie beaucoup. Donc, c'est tout ce que, comme tu dis, très central à la peur. Puis pas évident de savoir si c'est de l'anxiété, du stress, de la gêne à ce moment-là pour la personne. C'est ça. On part du cerveau primitif. Et là, en fait, l'objectif, c'est de partir de là ici, de venir sécuriser, calmer ici, puis ensuite arriver ici pour tout ce qui est les fonctions exécutives. Puis, OK, là, je planifie une solution, flexibilité mentale. Est-ce que c'est un danger réel? Est-ce que c'est un danger perçu, mais qui n'est pas réel? Puis là, on vient planifier, on vient organiser, on fait de la résolution de problèmes. Mais c'est ça, de ce processus-là, parfois, qui est difficile. Parce que ici, là, c'est intense, ça, c'est nos émotions. Ouais, illustré comme ça fait tout son sens. Un petit cerveau, des fois, là, j'enseigne ça avec mes clientèles, j'ai mon petit cerveau. Ouais. Puis quand tu parles de danger réel, Elsa, je me souviens bien, c'est vraiment ici et maintenant. Parce qu'un danger peut devenir réel dans 48 heures, mais s'il n'est pas réel ici et maintenant, il n'est pas réel. C'est de l'anxiété. C'est ça, exactement. C'est pour ça que, encore là, hein, on n'a pas tous des troubles anxieux, mais la majorité d'entre nous font un peu d'anxiété. Mais c'est ça, c'est vraiment, faut arriver à différencier stress versus anxiété. Parce que la manière de résoudre, de gérer l'émotion n'est pas la même. Mais les symptômes, des fois, sont les mêmes. Quand le cerveau il réagit comme ça, il est-tu en réaction, en surréaction? Il est plus en mode de protection, d'essayer de nous protéger, selon vous? Ben, il est probablement en train de vouloir nous protéger, mais peut-être en surréagissant. Oui, c'est ça. Les deux, dans le fond. Oui, généralement, notre instinct de survie veut nous protéger. Mais là, la question est trop vague. J'arrive pas bien, je pourrais pas. Oui, ben, dans le fond, je vais la reformuler. Pourquoi c'est aussi difficile de raisonner, de réfléchir dans des moments comme ça? Pourquoi on n'arrive pas au cortex frontal là, pour notre raisonnement et tout ça? C'est quoi qui fait que c'est aussi difficile? J'aurai une première piste de réponse, puis tu pourras nuancer. J'aime ça poser des questions difficiles pour qu'on réfléchisse ensemble aussi. On peut travailler notre cerveau. Exploser notre cerveau ensemble. Au niveau des théories sur la performance, donc performance physique et cognitive, ça prend
juste le bon niveau de stress pour être à notre niveau optimal de performance. Donc, si on n'est pas assez stressé, on ne sera pas à notre niveau optimal de performance. Si on est trop stressé, on ne sera pas à notre niveau optimal de performance. Donc, il y a un juste dosage pour qu'on soit à notre meilleur. Donc, ce serait ça ma première amorce de réponse. Effectivement. Non, j'aime bien la réflexion que tu amènes. Je me souviens plus de ta question, je suis désolée. C'est comme si on avait du cortisol élevé, mais quand on en a juste une dose correcte, là, on est capable de prendre une décision, mais là, si notre cortisol est trop déjà dans le tapis, puis on ne peut plus aller plus loin à ce moment-là, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais il y a toutes sortes d'autres modes de schémas, de pensée qui s'activent, tout ça qui peuvent brouiller un peu, j'imagine, le chemin pour aller vers ça, ou je ne sais pas. C'est une question tellement complexe. En fait, c'est parce que ta question, c'est littéralement notre travail, Vanessa et à moi, d'observer, d'analyser, d'évaluer c'est quoi tous ces éléments-là, puis c'est tellement individualisé. Parce que, tu sais, pour une personne, ça peut être des antécédents, justement, de trauma ou d'expériences négatives qui viennent. Pour d'autres personnes, c'est d'autres troubles en santé mentale qui viennent accentuer. Ça peut être des traits de personnalité, ça peut être des conditions médicales, ça peut être des stress environnementaux. Fait il y a tellement de variables, de facteurs que c'est quand même difficile de bien répondre à cette question-là. Oui, ben, c'est ça. Ben, c'est pas grave, c'est général avec tout ce qui s'en vient, puis on va spécifier ça justement, tu sais, puis justement, tu en as parlé un peu tantôt, tu sais, mais dans notre programme, on a plusieurs personnes toutes les personnes qui ont été victimes d'actes criminels, d'abus, donc qui ont développé souvent des traumas suite à ces événements-là, tu sais. Puis j'aimerais ça qu'on en parle un peu, tu sais, de faire des liens avec ça, tu sais. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quel lien qu'on pourrait faire entre l'anxiété sociale puis des expériences qu'on a vécues d'intimidation, d'humiliation dans le passé, tu sais, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque dans ces moments d'en vivre, ou tu sais, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui renforce ça, les facteurs qui vont renforcer ça? Ouais. Ben oui, c'est ça. Il y a différents facteurs de stress psychosociaux qui peuvent augmenter les probabilités de développer de l'anxiété sociale. Parce qu'il faut savoir que l'anxiété sociale, c'est un trouble en santé mentale. Fait que ça peut apparaître à n'importe quel âge et être travaillé et disparaître. Versus, exemple, un trouble neurodéveloppemental, que ça, tu l'as toute ta vie. Fait qu'il y a des gens qui peuvent développer de l'anxiété sociale à 80 ans, puis d'autres à 12 ans. Donc, première chose à savoir. Puis ça va dépendre de plusieurs facteurs. Souvent, encore une fois, disons qu'on parle de la base. Moi, souvent, j'aime bien parler des petits bébés. Ça veut dire, il y a des bébés qui ont différents tempéraments. Il y a des bébés qui, naturellement, puis là, c'est peut-être la partie génétique, qui vont avoir un tempérament anxieux. Ça veut dire, ils vont être plus propices à réagir. Puis ils n'ont même pas encore appris, c'est quoi la peur. Ils n'ont pas encore appris les contextes, avoir peur des monstres parce que c'est dangereux. Puis tout. Non, c'est très instinctif, physiologique, biologique. Donc, des petits bébés qui réagissent plus en ayant peur versus d'autres. Donc ça, déjà, c'est une prédisposition. Est-ce que tous les petits bébés anxieux vont développer des troubles anxieux? Non, mais c'est une prédisposition. Après ça, tu as les expériences de vie. Puis dans les expériences de vie, tu as l'encadrement familial aussi. Des parents qui ont de l'anxiété, ça a un impact, un très fort impact sur comment l'enfant va se développer. Parce qu'un des parents anxieux, mine de rien, dans la manière de vivre les émotions, de communiquer, de gérer leurs émotions, ça se transpose sur ce que l'enfant va voir et ce que l'enfant va vivre. Après ça, tu as les expériences individuelles. L'enfant, disons que l'enfant, encore là, tout va bien, anxieux ou pas, il vit de l'intimidation, du rejet pour X, Y raison. Il y a des enfants que ça va effectivement les marquer, puis ils vont développer peut-être dans le moment présent de l'anxiété ou plus tard. Puis tu as des enfants qui vont développer de la résilience, puis ils ne vont pas être affectés par ça. Fait qu'encore là, ça dépend, c'est très individualisé ici. Après ça, tu as les autres facteurs psychosociaux, la charge mentale, les rôles sociaux, quand on vient professionnel. Vanessa, tu l'as nommé un peu tout à l'heure, mais tu sais, on a différents comme rôles, puis on peut avoir de l'anxiété plus au travail versus dans d'autres contextes.
Encore là, c'est basé sur notre construction identitaire, notre niveau de confiance en nous, notre niveau de compétence. Ça veut dire qu'il y en a qui vont avoir, qui pourraient, là, qui ont toutes, statistiquement, qui ont toutes, là, ils ont vécu des parents anxieux, ils ont un tempérament anxieux, ils ont vécu du rejet à l'école, mais qui vont peut-être pas développer des troubles anxieux parce qu'ils ont une bonne capacité de résilience, puis ils ont confiance en eux. Fait que, vous voyez, il y a beaucoup de variables, de facteurs. Par contre, oui, il y a des éléments qui sont plus fortement associés, les troubles neurodéveloppementaux. Donc, des personnes qui sont différents, ils se sentent différents par rapport aux autres. Les personnes qui ont un tempérament anxieux ont plus de probabilité, évidemment, de développer des troubles anxieux. Puis oui, quand il y a un environnement familial, quand c'est les seuls modèles, c'est des parents avec anxiété, évidemment, il y a des grandes probabilités, mais ce n'est pas du 100%. Est-ce que quelqu'un qui... Tu parlais que des fois, il va y avoir deux enfants qui peuvent réagir d'une façon différente. Est-ce que tu penses ou vous pensez que le côté validation émotionnelle de l'enfant, d'avoir vécu, d'être capable d'en parler avec ses parents, par exemple, de ça peut jouer beaucoup sur ce facteur-là? C'est probablement multifactoriel, comme disait ça, mais c'est sûr que de se faire invalider dans par exemple, si on a des opinions, des goûts, puis dans notre famille, en étant enfant, on se faisait invalider ou rire de soi, ou on se donnait en spectacle une petite pièce de théâtre, puis là, la famille riait ou faisait des blagues. Ça peut probablement contribuer à nous faire intégrer certaines distorsions cognitives qui vont par la suite être impliquées là, dans l'anxiété sociale, effectivement. Ouais. C'est sûr que là, je vais peut-être plus vers des traits de personnalité que l'anxiété sociale, mais c'est sûr que notre construction identitaire, quand on est enfant, est très basée sur le reflet des parents. Donc, tu sais, si on est un enfant, c'est soi-même à la base. Hein, soi-même dans le sens que ça se construit. Mais si les parents reflètent voyons, t'as l'air ridicule quand tu fais ça. Arrête de faire ça, t'as l'air ridicule. Ou d'être jugé par rapport à l'apparence. C'est laid ce que tu portes. Ben, mine de rien, l'enfant, évidemment, intériorise ça. Puis, tu sais, ça vient toujours du fait que si les personnes qui sont supposées m'aimer et être dans un amour inconditionnel me jugent, ben, évidemment, monsieur, madame, tout le monde vont me juger, peuvent me juger. On généralise finalement notre expérience. Exactement, c'est ça. Fait qu'un enfant qui ne vit pas d'autres expériences positives en dehors d'un milieu familial moins positif, moins agréable, bien évidemment, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autres modèles sociaux sécurisants. Donc, il va intérioriser ça. Puis là, c'est là, comme Vanessa l'a bien dit, tu développes des distorsions cognitives, des fausses croyances. Parce que c'est des fausses croyances. C'est vrai parce que tu l'as vécu, mais c'est faux parce que c'est pas vrai que tout le monde te juge comme les gens qui t'ont jugé. Comme que tu l'as intégré quand tu étais petit, quand certains besoins n'ont pas été répondus, comme le besoin de valorisation, de sécurité. Puis c'est quoi cliniquement, vous pensez, les schémas ou qui sont les croyances limitantes ou les plus grandes peurs là, qui sont intégrées à cet âge d'enfant-là, que vous voyez le plus souvent là, avec vos patients? Ben, comme tu l'as dit, Nicolas, c'est pas un autre schéma, mais l'invalidation émotionnelle, donc la peur que nos émotions soient ridiculisées, par exemple, ou banalisées. Donc ça, c'est une peur qui revient souvent, qui n'est pas en lien avec l'apparence ou qui n'est pas en lien avec la performance, mais qui est vraiment en lien avec plus la vulnérabilité émotionnelle, l'authenticité. Donc ça peut être un filon là, par rapport à l'anxiété sociale, qui fait en sorte que je ne m'exprime pas trop sur mes préférences, mes émotions, comment je me sens, parce que quand j'étais jeune, je me faisais dire que j'étais bébé si j'avais de la peine, je me faisais dire que j'exagérais quand j'étais déçue, etc. Donc, là, à l'âge adulte, on peut persister avec certaines peurs dans ce sens-là, où nos émotions ne seront pas... On a l'impression que nos émotions ne seront pas bien reçues et que ça va se revirer contre nous. J'aime ça que tu fasses beaucoup de liens avec l'anxiété de performance. On a fait un live d'ailleurs, moi puis Elsa, sur l'anxiété de performance qui était super intéressant si vous voulez aller le voir.
Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens entre les deux, donc sûrement un critique qui devient des exigences élevées qui sont très viscérales à l'enfance, là, qui sont très, très intégrées à ce moment-là déjà, d'avoir un critique élevé, puis d'être beaucoup valorisé un peu par ses performances pour soi-même, puis de ses valeurs intrinsèques un peu plus, là. Le schéma imperfection-honte, hein, si on va dans le même sens, serait probablement un des fortement activés. C'est dans notre dernier atelier, justement, qu'on a donné. On parlait de toutes les distorsions cognitives. On va pas toutes les nommer parce qu'il y en a comme 13. Là, il y en a beaucoup. Mais, tu sais, c'est souvent... C'est ça, c'est vraiment des croyances ou des phrases. Souvent, je parle de ça. C'est des phrases qu'on va se dire dans notre tête, un peu comme dans le critique élevé, mais c'est des phrases associées à des croyances, des discours, et voilà, qu'on va se dire qui vont influencer comment on va se sentir et comment on va réagir par la suite. Puis, dans l'anxiété sociale, il y en a plusieurs. Là. Autant de juste voir le négatif, puis mettre de côté le positif, autant de généraliser, autant d'avoir la personnalisation, c'est d'avoir l'impression que tout est de notre faute. C'est nous le centre de tout, mais négativement. Que dès que, exemple, j'ai un ami qui ne me répond pas, ah ben mon Dieu, c'est peut-être parce que je suis plate puis il veut plus être mon ami. Fait que, on ramener tout à soi, mais de manière négative. Il y en a beaucoup qui sont associés, les exigences élevées, évidemment. Fait que ça, c'est tout des discours que plus qu'on s'est dit dans notre tête, plus qu'on y croit, puis plus qu'on y croit, plus qu'on va ressentir et agir en conséquence. Et on a beaucoup de preuves, hein? C'est très difficile à déconstruire. Les participants, les patients, même quand ils souhaitent travailler là-dessus, même quand ils souhaitent remettre en question certaines de leurs croyances ou distorsions cognitives, il y a une partie qui résiste. Parce qu'il dit, ben non, ça m'est arrivé pour vrai. Ben non, il y a eu telle expérience pour vrai, oui. Donc, c'est sûr qu'on n'invente pas les expériences souffrantes qu'on a vécues, hein, c'est arrivé pour vrai. Mais il faut réattribuer la juste proportion, disons, de causalité éventuellement, et ne pas se baser sur le passé pour prédire l'avenir. Donc, le passé n'est pas nécessairement garant de l'avenir. Oui, c'est peut-être arrivé dans tel puis tel contexte parce qu'il y a tel environnement, telle personne, telle situation, mais ça ne prédit pas tout le reste de notre vie, là. Donc, il faut être capable de déconstruire, mais c'est très difficile. Très bien. Merci. Puis, j'ai deux petites dernières questions, puis après ça, on pourra aller un peu dans des stratégies pour travailler sur, de voir des outils qu'on pourrait développer, puis tout ça ensemble. Mais j'aimerais ça vous demander, c'est quoi, encore une fois, d'un point de vue clinique, c'est quoi les modes que vous voyez, un peu les mécanismes de défense ou de protection que vous voyez s'activer? J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs là, qui peuvent s'activer là, dans des personnes qui ont le trouble d'anxiété sociale, par exemple. Là. Je pense que le détaché est très relié à l'évitement en général. Hein? L'évitement qui est une réaction quand même centrale pour beaucoup de gens qui ont de l'anxiété sociale, donc de vouloir éviter les situations qui nous rendent anxieux. Donc, on pourrait le comparer au mode détaché où soit on se coupe, ou on se divertit, ou on procrastine, on va faire d'autres choses de plus amusantes, ou ça peut prendre plusieurs formes, là, le détaché, mais ce serait probablement un qui est central. Sinon, peut-être l'enfant vulnérable, qui serait probablement un très central aussi quand on est plus dans une posture de vulnérabilité, de tristesse, de ne pas s'activer, par exemple. Sinon, quel autre mode? On serait plus dans la peur du rejet, de la honte à ce moment-là. Oui, plus en contact avec la blessure, mais d'une façon un peu paralysante peut-être, qui fait en sorte qu'on est en souffrance, mais très vulnérabilisé à ce moment-là. Puis, comment dire? Pourquoi les personnes utilisent ces modes-là? Puis, tu sais, qu'est-ce que ça leur donne sur le coup? Mais, puis, pourquoi ça ne marche pas, mettons, à long terme? Tu sais?
Bien, c'est sûr que l'évitement, là, je ne parle pas du mode, mais mettons qu'on parle du mode détaché qui prendrait la forme de comportement d'évitement. Ouais. C'est sûr que ça ne nous désensibilise pas à ce qui nous fait peur. Donc, notre peur risque de grandir au fil du temps ou de rester pareil, mais bref, ça ne va pas s'améliorer. Donc, ça nous garde dans un cercle où on tourne un peu en rond. Donc, l'évitement nous fait du bien à court terme. Hein, c'est très soulageant de ne pas aller à une soirée qui nous rend anxieux ou de ne pas faire une présentation orale qui nous rend anxieux. Donc, c'est très, très soulageant, ouf. Mais à long terme, on peut finir par se fermer des portes dans notre vie à cause de ça, par finalement ne pas aller, ne pas prendre part à tel voyage qu'une partie de nous aurait aimé, mais une autre partie a peur. Donc, bref, on peut se retrouver un petit peu coincé avec nos propres peurs et tourner en rond et ne pas aller vers ce qui pourrait nous faire du bien, nous procurer de la joie, nous aider à progresser, nous aider à nous épanouir. Oui, ça me rappelle au secondaire, j'avais évité en secondaire 5 un oral. J'ai vécu quand même l'intimidation au secondaire, puis j'ai évité un oral en secondaire 5. Je pense que c'était obligatoire cet oral-là, parce qu'il fallait passer. J'avais eu comme 100% dans mon examen écrit. Là, c'était 40%, fait que 60-40 pour l'oral. Je passais, fait que j'ai évité l'oral. J'ai eu 0. Mais j'ai passé pareil. Mais ça m'a soulagé sur le coup, tu sais, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, je n'ai pas besoin de. Mais ça m'a repris jusque dans les études supérieures à l'université pour pouvoir recommencer à faire un oral devant. Ça a été terrible là, quand je l'ai fait la première fois. Là. C'était comme une exposition fois 1000 d'un coup, donc blackout ensemble. Ça m'a aidé parce que je sais qu'on va en parler, là, mais je sais que l'exposition, normalement, on doit le faire graduellement. Mais ça m'avait aidé quand même de le faire parce que maintenant, je suis capable de parler devant des. Et d'animer un live, Nicolas. Donc, ouais. C'est ça que je savais faire. J'ai encore une petite nervosité tout le temps, mais c'est correct, ça se manage. Je pense que c'est assez universel, parler en public. Oui, il y a toujours un petit quelque chose hein, quand même. C'est rare quelqu'un qui est complètement. On va en parler justement de comment s'en sortir concrètement de ça, ou en tout cas le diminuer, ou d'essayer de. Vous préconisez quelle technique là, pour traiter ça, l'anxiété sociale? Oui. Est-ce qu'on parle de ce qu'on montre comme outil dans notre groupe, ça, ou tu veux plus parler d'un plan psychothérapeutique de traitement? Oui. Bonne question. Nico? Ben, c'est comme vous voulez, là. On peut parler des deux, là. On a encore du temps. On peut avoir 20 minutes encore là, pour en discuter des différents outils que vous pouvez donner, mais des outils qui pourraient être utiles là, pour des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui pourraient utiliser dans leur vie, peut-être. C'est ça, qui sont peut-être pas plus concret, mais peut-être de voir aussi ce que vous pouvez pousser encore plus loin en psychothérapie, là, si la personne veut aller en psychothérapie pour aller encore plus en profondeur. Elsa, est-ce que je pourrais me permettre d'amener un angle précis sur un sujet que tu as déjà abordé dans nos groupes par rapport à cette question-là? Quelqu'un nous avait demandé, j'avais donné une bonne réponse, je suis sûre que tu vas être capable de la retrouver dans ta conscience. On se souvient juste pas souvent de ce qu'on a dit. Non, des fois, je dis des trucs, je m'entache comme wow. Puis après ça, j'oublie. Quelqu'un avait demandé, quand on a des traumas puis que notre anxiété sociale est reliée aux mêmes thématiques que le trauma, est-ce qu'on, comment qu'on guérit ça ou qu'est-ce qu'on fait? Puis tu avais mentionné une certaine mise en garde que dans ces situations-là, peut-être pas juste appliquer des outils de type TCC, mais de vraiment être accompagné en psychothérapie en parallèle aussi, parce qu'il y avait certains enjeux plus complexes, là. Étant donné que plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment ont des traumas, peut-être je voulais juste commencer par cette petite mise en garde-là. Je ne sais pas si tu aurais des nuances ou d'autres choses à rajouter là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est très, très important. C'est ça. Non, tu l'as bien nommé. De bien s'assurer, de comprendre que tout ce qui est en lien avec les traumas, ça demande une intervention, un accompagnement spécifique. D'être accompagné, ça c'est sûr, puis une intervention différente de l'anxiété sociale, comme trouble en santé mentale. On garde en tête trouble qui peut
arriver à tout moment, être travaillé et disparaître par la suite, versus un trauma qui est un processus vraiment différent puis plus long. Fait que c'est un beau point que tu amènes, Vanessa. Personnellement, autant dans le programme qu'on enseigne qu'en individuel, quand on travaille l'anxiété sociale, je commence toujours par faire de l'éducation psychologique sur différences entre stress et anxiété. Encore là, pour aider la personne à développer son autonomie au niveau de reconnaître stress-anxiété puis de savoir quoi travailler. Parce que du stress, on va toujours en vivre toute notre vie. C'est notre instinct de survie. On a besoin de vivre du stress, mais pas l'anxiété. Fait que ça, on veut comprendre ça. Puis ça aide aussi à avoir des objectifs réalistes au niveau de... Je ne peux pas me dire je veux atteindre aucun état de stress. Ça n'existe pas. Mais ce ne serait même pas souhaitable en plus. C'est pas souhaitable, on ne veut pas en fait. Alors, là, après la phase d'éducation psychologique sur le stress et l'anxiété, bon, ce qu'on veut faire dans l'approche que moi j'utilise, c'est de l'exposition graduelle, des sensibilisations systématiques aussi. Puis à ce moment-là, on va arriver à identifier c'est quoi qui fait peur. Qu'est-ce qui déclenche l'émotion de la peur? Et ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être des événements du passé, etc. Donc, ça peut être des peurs qui déclenchent la peur. Par exemple, la peur de vivre du rejet déclenche ma peur. Ou ça peut être une situation spécifique, exemple, parler avec des jeunes de mon âge. Aller à un souper de Noël avec ma famille, bon, etc. Fait que ce qu'on vient faire, c'est qu'on identifie les déclencheurs pour être capable ensuite de trouver quel déclencheur. On les classe, en fait, en ordre de priorité de 1 à 10, selon le niveau d'anxiété qu'ils vont générer. Parce que très rare que la technique de j'ai peur de l'eau, je te jette dans une piscine, c'est rare que ça fonctionne. C'est là que ça crée souvent plus d'événements traumatisants et marquants. Donc, on veut vraiment s'assurer d'y aller graduellement parce que, comme j'ai nommé tout à l'heure, on veut réduire la peur, mais pas juste ça. Juste réduire la peur, c'est long, c'est complexe. On veut réduire la peur, mais en parallèle, construire la confiance en soi pour un moment donné trouver un équilibre comme ça. Et pour arriver à ça, il faut savoir comment je dois construire ma confiance en moi. Puis là, j'utilise souvent l'image, on s'en va combattre un dragon. Si j'y vais avec un morceau de bois, je risque de ne pas y arriver. Fait qu'il faut que je prenne le temps de bien m'outiller, m'équiper pour me sentir confiante et forte d'aller affronter le dragon. Donc ça, c'est l'image un peu de l'exposition graduelle. Donc, on prend une bonne partie à identifier, reconnaître, et ensuite, une fois qu'on a identifié les peurs, exemple que j'ai peur, c'est ça, j'ai peur d'être jugée dans une performance professionnelle, il y a des étapes pour m'aider à m'exposer. Pas nécessairement en présentiel, ça peut être m'exposer mentalement au début, m'exposer à travers des jeux de rôle, puis après ça, m'exposer dans la vraie vie, puis après ça, c'est ça, confronter graduellement les peurs, jusqu'à temps que ma confiance grandisse puis que ma peur diminue. J'aime beaucoup ton image des jeux. J'ai vraiment visualisé, tu sais. C'est comme moi, je joue à Final Fantasy, puis c'est vrai que si tu rentres dans le dragon avec ton épée, ton petit épée de bois, tu vas te faire ramasser. Exact. Il faut que tu builds des levels, genre, pour te rendre au level 50, puis là t'es prêt à l'attaquer. C'est exactement ça, l'anxiété sociale. C'est un jeu. Pardon de parler, là, mais c'est le même principe là, de construction de soi. Puis à l'intérieur du groupe qu'on anime ensemble, donc ça passe d'abord par l'analyse de nos propres mécanismes d'anxiété individuels à nous. Donc, ça peut passer par des grilles d'observation, par exemple, au courant des dernières semaines, des derniers jours. Quand est-ce que je me suis sentie anxieuse? C'est quoi les pensées qui ont précédé ça? Quel événement est arrivé dans les 24 heures précédentes? Qu'est-ce que j'ai essayé comme stratégie? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? À quel point? Donc, on commence par s'étudier, comme si on était un phénomène scientifique avec une grille. On documente notre anxiété parce qu'il y a des petites variantes quand même d'une personne à l'autre. Il y a des choses qui se ressemblent, mais on a quand même nos propres discours intérieurs et nos propres façons de réagir. Donc, on commence par se comprendre nos mécanismes. Puis ensuite, là, ça devient de plus en plus clair sur quoi on peut agir et comment qu'on peut agir. Donc, oui, il y a tout ce qui a rapport aux pensées, aux distorsions cognitives, la diffusion cognitive, par exemple, mettre l'accent sur des pensées plus réalistes.
Donc, il y a tout ce volet-là au niveau des pensées, des croyances et l'exposition, comme Elsa disait, qui doit se faire de façon quand même, disons, pas n'importe comment, pas au hasard. Il faut bien le faire et il faut que ça fasse vivre idéalement des succès. Donc, on ne veut pas se remettre dans des situations qui vont renforcer nos peurs. Là. Donc, il faut que ce soit les bons paramètres constructifs. Puis, on peut se faire accompagner pour ça, pour faire une belle grille d'exposition graduelle. Il y a aussi tout le volet authenticité, qui n'est pas une technique en tant que telle, mais qui peut être des pistes de lecture intéressantes pour voir quand et comment être authentique. C'est souvent une peur là, reliée aux gens qui ont de l'anxiété sociale, qui n'osent pas être authentiques, qui ont peur d'être jugés. Donc, on fait ça comment, l'authenticité? Quand est-ce que c'est une force? Quand est-ce qu'il vaut mieux être plus prudent? On mesure ça, on dose ça comment? Donc, tout l'aspect authenticité, exprimer notre vulnérabilité, ça pourrait être des pistes de lecture ou de suivi psychosocial intéressantes là, à approfondir aussi pour apprendre à être authentique selon notre zone de confort. Ouais. Donc, d'y aller avec l'exposition aussi dans cette technique-là, donc de peut-être dire une vérité au début qui est comme un peu plus claire, tu sais, puis juste de dire quelque chose, puis de voir qu'est-ce que ça fait, comment tu le réagis. Tu sais. Puis j'ai l'impression que tout ce que vous nommez, tu sais, par exemple, de s'exposer à quelqu'un qui a de la difficulté à sortir de chez eux, aller en niveau 1, disons, à faire l'épicerie, tu sais, parce que ça, c'est pas trop confrontant, disons, pour la personne. Peut-être c'est très confrontant aussi, là, mais j'ai l'impression que juste de faire ça, c'est comme si on était dans un jeu un peu parce qu'on est en train de self-servir soi-même, en train de c'est quoi mes sensations quand j'achète des bananes, puis tout ça, puis là, il y a quelqu'un qui me regarde en train d'acheter des bananes, puis tout ça, tu sais, je suis en train de m'observer, en train de le faire, fait que ça change toute la perspective de comme si on était moins fusionné avec le fait d'être en train de faire l'activité à l'épicerie, tu sais, d'être vraiment... ancré dans ce qu'on fait dans le moment présent. Donc, oui, il y a des techniques d'ancrage. Pleine conscience peut vraiment aider à être plus connecté à ici et maintenant et moins absorbé par nos pensées là, qui nous amènent bien souvent dans le futur. Puis ce que tu as fait, toi, Nico, tantôt, c'est excellent au niveau de l'authenticité. Tu as parlé de ton anxiété sociale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau de l'authenticité. Pas juste être authentique sur je sais pas, je procrastine. Tu sais, pas juste sur des choses comme ça, mais sur l'anxiété sociale même, de dire, hey, ça me stresse, là, te parler de ce sujet-là, je suis un peu nerveuse, je vais prendre quelques secondes me recentrer. Ça me rend nerveuse, par exemple. Fait que là, on parle à l'autre, mais là, on n'a plus peur d'être démasqué parce qu'on l'a annoncé que ça nous rendait nerveux. On l'a annoncé que ça nous rendait anxieux. Fait que là, même si on rougit, même si on tremble, c'est correct. Là, on n'a plus besoin de se cacher. Donc ça peut aider aussi quand c'est possible de le faire, quand c'est sécuritaire de le faire, de juste nommer que là, on est un petit peu plus nerveux ou que ça nous rend un petit peu plus anxieux, qu'on est plus émotif à tel moment précis, puis que ouf, on prend quelques secondes pour se recentrer, là, on y va. Ça peut même nous aider à créer des relations plus profondes et authentiques de faire ça, plutôt que d'essayer de cacher à tout prix qu'on est anxieux. C'est ça. Alors, c'est super intéressant ce que tu viens de nommer parce que pas facile à faire, l'authenticité, hein, parce que ça vient activer la peur. Par contre, c'est l'inverse de l'évitement. Hein. J'évite, je me sens mieux sur le coup, puis la peur augmente après. L'authenticité, je me sens pas bien sur le coup, mais après, ça va mieux. Parce que quand on est authentique aussi, d'une certaine manière, on est soi-même. Puis fondamentalement, on aime être soi-même. Puis c'est ça qui donne confiance en soi, d'être soi-même. Puis en même temps, mine de rien, c'est une manière aussi de tester puis d'explorer l'environnement. Puis on apprend beaucoup. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont nous juger. Il y a des gens qui jugent, puis il y a des gens qui comparent, puis il y a des gens qui rabaissent. Mais ces gens-là, on ne veut juste pas être avec eux. Fait que quand on arrive aussi à identifier c'est quoi ces personnes-là, ben, c'est plus facile de choisir consciemment et volontairement de dire ben, je ne veux pas être avec ces personnes-là et je vais avec des gens de confiance. Et ça passe beaucoup par l'authenticité. Oui, parce que déjà être anxieux socialement, c'est pas facile, c'est souffrant. Puis si en plus on veut absolument pas que ça apparaisse, mais là on se rajoute une couche de souffrance par-dessus la souffrance qui était déjà. Exact. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est quoi la différence, disons, entre, mettons, contrôler son anxiété ou accepter son anxiété? C'est où que le switch fait, là?
Parce que j'ai l'impression qu'on essaie beaucoup de contrôler quand on est dans l'anxiété. Tous les humains sont un peu comme ça. Puis à un moment donné, j'ai l'impression pour switcher vers quelque chose qui est plus thérapeutique, pour nous, on doit être comme un peu plus dans l'acceptation à ce moment-là. Est-ce que tu peux définir le mot contrôler, Nicolas? Ben, ça serait contrôler notre environnement, essayer de faire que les personnes agissent d'une telle manière pour nous protéger, éviter certaines choses, puis tout ça. Puis l'acceptation, ça serait de se mettre dans des situations, puis là, de moins être en lutte versus ce qu'on vit, mais d'être plus comme dans nos ressentis, puis tout ça, tu sais. Peut-être que j'ai répondu à ma propre question. Non, parce que je rajoute un troisième paramètre, Nicolas, ta question, le paramètre de se respecter dans nos limites aussi. Fait que ça, c'est pas facile de naviguer dans tout ça. Est-ce que je suis en train de me respecter ou je suis en train d'éviter ou de contrôler ou je suis en train de m'exposer puis d'accepter que je me sente pas super bien en m'exposant? Donc, vraiment pas évident. C'est une zone d'ambiguïté pas facile à naviguer. Est-ce que ça s'est inspiré pour... Moi, la première chose, c'est sûr, je voulais voir, comme tu l'as bien demandé, Vanessa, savoir c'est quoi le terme contrôler. Parce que, bon, contrôler, souvent, c'est un comportement sécurisant, mais qui vient amplifier la peur. Exemple, j'ai peur d'être jugée par rapport à mon ménage chez moi, ben je imposer à ma famille puis de faire du ménage pendant 3 heures de temps avant de recevoir de la visite. Fait qu'il y a une recherche de contrôle qui est sécurisante. Il y a contrôler, il y a gérer. Gérer, qui n'est pas comme le contrôle, mais gérer, c'est la gestion émotionnelle, c'est ça qu'on veut faire. Mais la gestion, c'est l'équilibre, justement. C'est cet équilibre-là entre je reconnais que j'en fais un peu trop, mais en même temps, il y a quand même un besoin, c'est de trouver cet équilibre-là. C'est la gestion, c'est jongler avec nos besoins, nos émotions. Puis de l'autre côté, il y a l'acceptation. Puis, tu sais, ça aussi, en fait, il y a tous des ranges dans ces 3 termes-là. Tu sais, je peux accepter en lâcher prise, puis en disant, j'ai de l'anxiété, je fais juste exprimer mon anxiété, puis tant pis pour les autres. Mais là aussi, tu sais, il y a l'acceptation de dire, OK, j'accepte que j'ai de l'anxiété, mais je veux la gérer. J'accepte, par exemple, que j'ai du contrôle. Je veux contrôler, mais en gérant les émotions. Fait que, la gestion est un peu l'équilibre entre les deux, je dirais. C'est sûr que l'acceptation et l'auto-validation émotionnelle est vraiment importante parce qu'à partir de là, après ça, on peut faire des choix. Donc, c'est idéalement de dire, OK, oui, il y a de l'anxiété en ce moment qui est activée à l'intérieur de moi. Je la reconnais, je sais pourquoi qu'elle est là. Elle est valide. Je comprends quelle expérience passée l'a déclenchée. OK. Fait que ça, c'est une première étape importante de valider l'émotion, de ne pas se dire oh non, comment ça, je suis encore anxieux, je ne devrais pas, puis ci, puis ça. Donc, oui, accepter que c'est là, valider. Mais à partir de là, on peut s'aménager peut-être une posture plus d'observateur ou cette anxiété-là qu'on valide et qu'on observe, on peut décider à quel point elle va mener notre vie. Quel pouvoir elle a sur nous, à quel point nos actions vont découler de ça, ou pas, ou un petit peu, ou ça dépend du contexte, ça dépend des jours. Donc là, il y a un espace où on peut faire certains choix différents si on s'est autorisé à valider et accepter que c'est là. Et on peut aussi se respecter dans le sens que si quelqu'un m'invite à faire une conférence devant 5000 personnes, puis que je suis anxieux socialement, ben c'est peut-être correct que je dise là, c'est trop pour moi à cette étape-ci de ma vie. Là, je me respecte dans mes limites. Merci pour l'invitation. C'est super gentil, j'apprécie. Mais non. Mais par exemple, je vais accepter d'aller dans un 5 à 7 professionnel de réseautage parce que ça, je sens que ça m'expose juste assez. Je ne suis pas en train d'outrepasser mes limites. Donc, c'est vraiment... Il y a l'intention qui nous permet de faire rapport, Nicolas, puis notre intention n'est pas tout le temps si consciente que ça. Mais on peut essayer de la conscientiser, de se demander, mais pourquoi j'ai telle réaction, pourquoi j'ai tel comportement? Est-ce que je cherche vraiment à me respecter en prenant telle décision ou je cherche plutôt à éviter? Puis effectivement, c'est pas facile à faire la part, mais plus qu'on est en mode introspectif et qu'on essaie de se connecter à notre intention, mais plus qu'on va avoir l'air juste sur finalement qu'est-ce qui nous amène à agir d'une façon. Donc, ça a injecté beaucoup de douceur et de bienveillance à travers ce processus-là. Ouais.
Une participante qui dit de parler de mon anxiété m'a beaucoup aidé depuis que j'en parle. Dès que je rencontre les gens, c'est beaucoup plus simple. De nommer, c'est vraiment quelque chose de puissant quand même. Oui. Merci de ton partage. On arrive vers la fin, mais j'aimerais ça demander, tu sais, là, on a parlé de techniques d'exposition, tu sais, de pleine conscience, d'être dans ses sensations, d'analyser un peu ses comportements, tout ça. Mais est-ce que parfois, tu sais, dans votre pratique, tu sais, c'est pas suffisant, puis tu sais, il faut aller plus en profondeur encore pour travailler sur certains processus? Parce que des fois, juste de travailler sur le comportement, est-ce que ça peut revenir, tu sais, puis tout ça, ou tu sais, est-ce qu'il y a d'autres techniques qui vont encore plus en profondeur que vous utilisez? Ben, peut-être plus en psychologie, en psychothérapie, là. Je ne sais pas s'il y a de l'imagerie ou d'autres façons d'aller vraiment dans les croyances profondes pour voir qu'est-ce qui est dessous ça. Peut-être moins en suivi psychosocial. Il y aurait peut-être juste l'approche motivationnelle qu'on pourrait rajouter pour se transposer dans l'avenir avec certains changements ou se transposer dans l'avenir si on ne fait pas de changement et faire mousser un petit peu finalement l'envie du changement. Au travers toutes sortes de techniques. Donc, ça, ce serait plus volet psychosocial, mais psychothérapeutique, là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui peut être fait de très profond. Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'il y a des liens quand même intéressants avec la thérapie des schémas qui peuvent être faits par rapport aux différents schémas. C'est pas l'approche que moi j'utilise, mais j'ai lu qu'avec le MDR, ça, je mélange toujours, c'est pas EDMR, c'est EMDR. EMDR, ouais. EMDR, qui est quand même assez reconnu, autant pour les traumas que les expériences. Au niveau plus corporel, là. Pardon? Au niveau plus corporel du corps. Ben, c'est le eyes movement. Ouais, rapid movement, ouais. C'est ça. Oui, c'est ça, associé plus aux sensations physiologiques, c'est les gens qui ont des cauchemars ou les gens qui ont des reviviscences. Mais c'est aussi, ça peut être, MDR, ça peut être utilisé beaucoup pour les formes d'anxiété profonde. Encore là, c'est une approche que je n'utilise pas, que je ne connais pas trop, mais j'ai entendu parler des formes d'hypnose ou d'automéditation qui peuvent aider dans tout ce qui est la gestion des fortes anxiétés ou des événements marquants en lien avec l'anxiété. Parce que, tu sais, il faut garder en tête, là, c'est mon approche TCC, mais il y a différentes portes d'entrée pour travailler l'anxiété. Il y a le cognitif, donc les pensées. Il y a les émotions. On peut aller directement dans l'émotionnel, ou il y a le physiologique, c'est-à-dire les sensations. Fait que, toutes les approches, comme Vanessa a nommé, pleine conscience, cohérence cardiaque, méditation, méthode Jacobson, etc. C'est la porte d'entrée du physique. C'est-à-dire on vient gérer le physiologique pour qu'il envoie comme signal à notre cerveau, ça va, il n'y a pas de danger. Qu'on puisse aller un peu dans les blessures. Tu sais, ma question, dans le fond, n'était pas claire, mais c'était plus de comment on fait pour aller encore plus en profondeur dans quand les blessures sont vraiment profondes, tu sais, qu'on a vécu beaucoup de honte ou de rejet au primaire ou par nos parents, qu'on était beaucoup invalidés. Tu sais, fait que oui, on ouvre la porte, puis là, on est rendu là. Puis là, tu sais, c'est là qu'il y a une réparation qui peut se faire, j'imagine. C'est vraiment une curiosité que j'ai. On est vraiment dans la psychothérapie. Puis là, il y a différentes approches en psychothérapie. Mais le principe de la psychothérapie, c'est un suivi très individualisé. C'est très, très individualisé avec la personne. C'est d'aller... j'ai souvent cette image-là d'une pelote de laine. La pelote de laine tout en mêlée. Puis c'est ça, là, on tire sur un fil, on tire sur un autre. C'est délicat. On tire, tel fil, OK. Et là, on vient. Le but, c'est de défaire cet emmêlage-là. Puis à chaque fois qu'on tire sur un fil, qu'on le défait, on arrive à mieux comprendre la situation. Puis après ça, ben, on peut rerouler pour la mettre droite, puis plus claire. C'est une belle image. Il y a le chat qui a joué avec, puis là, poup. Il y a un jeu, me semble, avec une pelote de laine, puis c'est deux amis qui s'aident avec bon, c'est notre esprit geek qui parle. Et voilà. Mais, bon, ben, dernière question là, avant de vous laisser aller. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire
ben, un message que les gens retiennent, ceux qui sont pris aussi avec cette anxiété sociale-là, cet isolement social-là, un message important à laisser avant de partir. Oui, ça n'a pas besoin de rester comme ça. Ça peut s'améliorer et plein de nouvelles portes peuvent s'ouvrir dans votre vie. Donc, allez chercher de l'aide, une petite étape à la fois, mais il n'y a aucune raison pour que ça reste comme ça si vous souhaitez que ça change. Donc, il existe des façons. 100%, 100%. Exactement. Puis l'anxiété sociale, c'est une des formes d'anxiété qui se traite le mieux. Ça veut dire que statistiquement, là, les méthodes d'intervention qui existent fonctionnent. Donc, c'est d'être bien accompagné pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci Vanessa, merci Elsa, merci à tout le monde qui ont suivi le live tout le long. J'espère que ça vous a aidé. Donc, ben, on va finir le live là-dessus. Merci encore. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires et questions.